Alors, nous allons donc braquer notre attention sur les propos liminaires de l'AFD, qui va nous faire une présentation sur la passation des marchés dans le cadre des projets du CDD. Et ensuite, on aura des échanges pour nous permettre de mieux comprendre votre exposé liminaire. Pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on a autant de participants pour ce type de formation. Donc c'est aussi un challenge pour nous. Vous verrez, à l'issue de ces 3 journées, on remettra à chacun d'entre vous une évaluation sur la qualité de la formation. La société Travaux SA, qui a présenté son offre dans un processus d'appel d'offres travaux, a fait parvenir formellement à l'AFD une lettre qui indique que, conformément à une information qu'elle a reçue, la société Alessi construit et OPETU, candidat à l'appel d'offres, se sont mis d'accord sur les prix de leur offre. Pourquoi et comment réagir? De relever les coefficients, que ce soit des coefficients identiques. Mais ça peut être une coïncidence. Donc dans ce cas-là, comment on traite? En tout cas, dans les cas de suspicion d'entente qu'on a pu voir, nous, l'entente était avérée parce qu'un candidat, un soumissionnaire ne vous fera jamais une offre strictement identique et notamment son sous-détail de prix sera nécessairement différent de celui des autres. Et après que ce coefficient ait été appliqué sur tous les prix et se répercute sur les offres suivantes, de la même manière, c'est une coïncidence qui ne peut pas être réaliste. Pour nous, en tant que bailleur, l'AFD étant un établissement public, on est redevable de la bonne utilisation des fonds qu'on octroie à l'ensemble de nos partenaires, de nos maîtrises d'ouvrage, des autorités contractantes. Et on ne peut pas se permettre de financer des marchés qui feraient l'objet d'actes de fraude et de corruption. C'est la raison notamment pour laquelle nous avons mis en place, il y a maintenant plusieurs années de cela, nos directives pour la passation des marchés. Ces directives, comme vous le savez, elles sont annexées à nos conventions de financement et elles lient les personnes, les entités que nous finançons. Selon vous, en quoi le fait qu'une entreprise publique soumissionne à un appel d'offres peut ou va poser problème dans le cadre du processus de passation de marché? Qu'est-ce qui est gênant dans le fait de permettre à une entreprise publique de soumissionner? De mon point de vue, vu que la concurrence doit s'exercer avec des potentialités exactes de tous les concurrents et que les entreprises publiques sont, du fait de leur subventionnées par l'État, ce que ne sont pas les autres entreprises, ce qui peut jouer sur leur prix, donc la concurrence est faussée de ce point de vue-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre en concurrence une entreprise publique et une entreprise privée. En effet, une entreprise publique reçoit des subventions de l'État, n'a pas d'autonomie financière et juridique, et en intervenant en concurrence avec d'autres candidats, notamment qui ont un modèle économique strictement privé, elle va bénéficier d'un avantage substantiel, ce qui crée une iniquité dans le processus de passation de marché. C'est la raison pour laquelle, parmi nos critères d'exclusion, figure celui des entreprises publiques qui ne peuvent pas être mises en concurrence au sens de nos directives avec d'autres entreprises qui relèvent d'un statut purement privé. Est-ce qu'en droit ivoirien, vous avez la même règle? Il y a plusieurs catégories d'entreprises publiques. Il y a celles qui sont régies par les 6 OADA, c'est-à-dire qui sont régies par vraiment la comptabilité privée. Et ces entreprises-là, en fonction de leur domaine d'activité, si elles sont compétentes pour participer à un appel d'offres, elles peuvent le faire. Voilà. Par contre, les entreprises publiques qui sont gérées selon la comptabilité publique, bon, là, ce n'est pas possible. Mais celles qui sont régies par le système OADA, voilà, la comptabilité vraiment privée, elles sont régies par le droit privé. Dans ce cas-là, elles participent aux appels d'offres lancés par l'État. Soit vraiment public ou semi-public, ou qu'elle se rapproche plutôt dans son mode de fonctionnement d'un mode de fonctionnement privé. Ce qu'on va demander à nos maîtrises d'ouvrage, c'est de demander les statuts et les comptes de ces entreprises pour voir quel est leur degré d'autonomie, notamment financière et juridique,
et déterminer le cas échéant au cas par cas si on considère ce soumissionnaire comme une entreprise publique ou une entreprise qui est plus proche d'un régime privé et auquel cas on pourra accepter qu'elle soumissionne. Selon vous, est-ce qu'un consultant peut présenter une proposition pour des études détaillées alors qu'il a également été sélectionné pour réaliser l'étude de faisabilité du même projet? Celui qui a fait l'étude de faisabilité, je pense que c'est la personne la mieux indiquée pour faire l'étude détaillée. Maintenant, quand on passe de là à la réalisation des travaux, là, ça fait différent. Mais entre l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif, je pense que le même qui a fait l'avant-projet sommaire est plus indiqué pour pouvoir préciser ses prescriptions de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé. Maintenant, pour aller de là à la réalisation de l'ouvrage, là, c'est une autre compétence qu'il faut rechercher et le concepteur ou celui qui a fait les études détaillées ne devrait effectivement pas compétir pour cette phase-là. C'est mon opinion là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a conflit d'intérêts. Il y a un petit conflit d'intérêts entre le consultant qui a fait l'étude détaillée et qui doit réaliser l'étude de faisabilité. Pourquoi? Parce que c'est bien, il a été recruté pour faire l'étude détaillée. Mais au moment de faire l'étude de faisabilité par exemple, de ce qu'on veut faire, il se peut que ce consultant-là soit amené peut-être au moment de faire l'étude de faisabilité, il y a des choses qui seraient peut-être amenées à cacher ou bien à ne pas relever du fait que c'est lui qui a amorcé l'étude. Donc ça fait que peut-être nous, dans la réalisation de notre marché, il y a des choses qu'on ne verrait pas et qui, au moment du processus de passation, qui peuvent être difficiles, qui peuvent se révéler difficiles. Donc il serait intéressant, en tout cas pour moi, qu'il y ait une autre personne qui nous permet d'avoir une autre visibilité, de sorte à lever les différents problèmes qui pourraient exister. Première question, est-ce que sur cette étude de faisabilité, il a défini les termes de référence de l'étude détaillée? Parce que s'il a déterminé les termes de référence, ça veut dire qu'il a pu déterminer une prestation pour la phase 2 à sa main, entre guillemets, et que là, très clairement, il a un avantage qui caractérise une situation de conflit d'intérêts. Si on est dans ce cas de figure, dans ce cas, on rejettera sa candidature au stade de la seconde étude. En revanche, si on n'est ni dans l'une ni dans l'autre de ces situations, qu'il n'a pas défini les termes de référence de la prestation aval, qu'il n'a pas défini le profil des experts qui sont requis sur les études détaillées, ni le nombre, ou que, entre-temps, vous, maîtrise d'ouvrage, vous avez complètement remanié les termes de référence et le profil des experts qui sont attendus. Dans ce cas, on considérera qu'il va pouvoir candidater sur le second appel d'offres, mais ce qu'on va demander, c'est que dans le cadre de cette demande de proposition sur les études détaillées, les premières études qu'il a réalisées, tous les documents auxquels il a eu accès alors que les autres n'y ont pas eu accès, soient joints à la demande de proposition, de manière à essayer de réduire au maximum l'avantage compétitif dont il va bénéficier. En quoi consiste, j'allais dire, l'avant-projet sommaire ou l'étude de faisabilité, quel que soit le nom qu'on lui donne? À d'abord échafauder l'esprit même du projet, de ce qu'il a à réaliser, et puis de prescrire les ouvrages à réaliser ou les tâches à mener. C'est en cela que consiste l'étude de faisabilité ou l'avant-projet sommaire. L'étude détaillée consistant à donner plus de précision sur les modalités d'exécution des tâches qui ont été prescrites auparavant. Alors, de mon point de vue, totalement naïvement, qui, mieux que celui qui l'a prescrit, sait quelles sont les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser qui vont permettre de répondre aux besoins qui ont été exprimés, peut-être pas totalement de façon scripturale, mais au moins dans l'esprit de celui qui l'a conçu. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, si celui qui a conduit l'étude de faisabilité s'estime, soit on va dire incapable ou alors un peu limité pour l'étude détaillée, ce qui peut arriver, en ce moment-là, il peut y avoir, avec l'appui de celui qui a fait l'avant-projet sommaire, une consultation pour avoir
un autre cabinet d'études pour faire l'avant-projet détaillé, mais avec l'assistance de celui qui a fait l'avant-projet sommaire. Mais dire tout de suite que de façon systématique, on peut séparer ces deux phases-là, je trouve un peu, enfin, en termes d'opportunité de l'action, un peu limite. Le groupe financier Alpha est actionnaire à 100% de la société CONS, bureau d'études en informatique, et également actionnaire à 100% de l'entreprise FABS qui fabrique des ordinateurs et accessoires. Les deux entreprises sont nationales. Le ministère X lance un appel à projet auprès du bureau d'études pour réaliser une étude sur l'automatisation du système financier, et l'appel à projet est gagné par la société CONS. Une fois l'étude terminée, le ministère lance un appel d'offres pour l'achat de 2000 ordinateurs et une liste d'accessoires qui, selon l'étude réalisée par la société CONS, sont nécessaires pour atteindre les objectifs du ministère. Parmi les 8 candidats à l'appel d'offres, on reçoit une offre de l'entreprise FABS qui est la moins disante. L'entreprise Ernst de nationalité suédoise a terminé en seconde position avec un prix 12% plus cher. Y a-t-il conflit d'intérêt? À première vue, on peut penser qu'il y a un conflit d'intérêt. On peut supposer que l'entreprise FABS a eu des renseignements provenant de l'entreprise CONS. Les deux sociétés appartiennent au même actionnaire et c'est l'entreprise CONS qui a eu à faire les études. Et de ces études, de découler le marché. Donc on peut penser qu'il y a eu diffusion d'informations entre CONS et FABS. En partant de l'hypothèse selon laquelle, pendant l'étude de faisabilité qui a précédé le lancement de la commande, la première entreprise a défini les spécificités des ordinateurs et a évalué les besoins de l'État. Si ces deux aspects-là se retrouvent dans la première étude de faisabilité, alors on peut déduire, sans risque de se tromper, qu'il y a conflit d'intérêts. Mais si, dans les documents, les rapports d'études que la première entreprise a fait, si dans ces rapports-là on ne retrouve pas les spécificités des ordinateurs et l'évaluation du besoin de l'État, alors on peut dire qu'il n'y a pas conflit d'intérêt. Par ailleurs, en fait, quand l'entreprise signe la déclaration d'intégrité, en signant la déclaration d'intégrité, elle s'engage à pas être dans un cas de conflit d'intérêt, et notamment ce cas-là. Donc, si l'entreprise est honnête, normalement, elle devrait signaler qu'elle est dans un cas de conflit d'intérêt à la maîtrise d'ouvrage et demander si elle peut ou non répondre à l'appel d'offres dans ces conditions-là. Voilà. Après, si elle ne le fait pas, on peut rentrer dans quelque chose. Si elle signe la déclaration d'intégrité, qu'on ne le sait pas, qu'elle a fourni des statuts, mais qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les deux entreprises et qu'on s'en aperçoit par un biais ou par un autre, ou par une autre entreprise qui va certainement peut-être être informée, faire une réclamation, dans ce cas-là, on pourrait aussi rentrer dans un cas de fausse déclaration par le fait que l'entreprise n'a pas signalé un cas de conflit d'intérêt. L'AFD elle-même n'applique pas strictement cette clause d'inéligibilité des entreprises publiques. Parce qu'il nous est arrivé de constater sur certains marchés, on a une entreprise publique ici, bon, je ne sais pas s'il faut dire le nom, qui parfois est acceptée par l'AFD, et sur d'autres marchés, l'AFD ne l'accepte pas. Donc moi, je pourrais bien comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et puis si on entend par autonomie financière le fait que le cabinet ne bénéficie pas du tout de subventions publiques, pourquoi est-ce que des cabinets français qui sont rattachés à des ministères bien précis participent à des appels d'offres financés par l'AFD? Je prends un exemple. Il y a un cabinet qui est rattaché au ministère de l'Intérieur français qui est autorisé à participer à un appel d'offres financé par l'AFD. Donc, je ne sais pas si elle a l'autonomie financière, si elle ne bénéficie pas du tout de subventions de ce ministère-là, alors que c'est une structure qui est du ministère de l'Intérieur. Là, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui aurait saisi l'AFD pour des soumissionnaires qui se seraient entendus sur le coup. L'agent de passation de marché, jusqu'à preuve du contraire, lui, dans sa tête,
les offres qu'il reçoit sont supposées être correctes jusqu'à la preuve du contraire. Si, par exemple, quelqu'un saisit l'AFD par rapport à ce que des personnes se seraient entendues, et surtout sur quelque chose qui est assez subjectif, c'est-à-dire qu'ils se seraient entendus sur les prix, et vous avez dit que le moyen de vérification était, par exemple, le coefficient qu'on appliquait aux coûts unitaires, ce qui est possible. Mais est-ce qu'au moment de l'exécution du marché, l'agent de passation de marché a cette prérogative-là de faire ce genre d'enquête? Est-ce que ça ne résulte pas, ou bien ça n'y est pas dans les prérogatives, par exemple, a posteriori, par exemple, à l'ANP? Parce que d'un autre côté aussi, l'entreprise, quelle est la preuve palpable pour dire, à part le fait qu'on ait constaté 2-3 choses qui se ressemblent? Quelle est cette preuve-là? Plus vite ces situations sont détectées, plus vite on va pouvoir évincer des candidats d'un appel d'offres. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, ils étaient 3 candidats, ils s'étaient mis ensemble, ils s'étaient entendus tous les 3. Donc l'intérêt pour vous, en le détectant au plus tôt, c'est de pouvoir annuler cet appel d'offres ou le relancer en tout cas sur des bases plus saines. Et donc, si on se disait qu'on attend la fin du processus et la validation finale par la direction des marchés publics ou la NRMP, on perd du temps. Et en même temps, et le temps c'est de l'argent pour tout le monde, et du coup, on va se rendre compte de cette situation bien plus tard et devoir de toute façon relancer le marché, et ce sera satisfaisant pour personne. Donc c'est pour cette raison que plus tôt on s'aperçoit en fait de ces situations d'entente, plus tôt on va pouvoir les matérialiser et en tirer les conséquences et aboutir à des réalisations rapides dans le cadre de ce marché. C'est une question, je dirais, qui demande beaucoup de réflexion, parce que, a priori, les éléments matériels qu'on identifie dans les offres des différents soumissionnaires, pour lesquels on pense qu'il y a eu entente au départ, bon, ça, c'est vraiment subjectif. Voilà, c'est subjectif. Mais si on a vraiment des éléments qui permettent de savoir qu'il y a eu une entente au départ, très souvent quand il y a une entente, bon, généralement c'est soit on a 2 lots, voilà, donc chacun se positionne sur un des lots, et puis bon, les autres, pratiquement, ils retirent le dossier mais ils ne viennent pas. Voilà, vous avez 2 soumissionnaires et du coup il se permet donc de gonfler les prix. Voilà. Quand on décèle ce genre de cas, évidemment, on peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Mais si, visiblement, les offres qui sont proposées, c'est vraiment on est au niveau des soupçons, des présomptions d'entente entre les soumissionnaires. Donc, a priori, on ne peut pas se baser sur quelques similitudes dans les offres pour dire qu'il y a eu une entente entre les soumissionnaires pour gagner le marché. C'est la raison pour laquelle on vous a décrit en fait le mécanisme et les éléments qui concrètement caractérisent dans les offres des situations d'entente, pour que vous puissiez aussi avoir ces points de vigilance en tête au moment où vous allez regarder les offres. Évidemment, c'est des situations qu'on voit essentiellement sur les marchés de travaux, parce que là, tout se joue sur le prix, et que du coup, c'est dans les bordereaux de prix qu'on va voir l'entente, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre sur des marchés de prestations intellectuelles, parce que là, c'est extrêmement plus compliqué. Donc, l'idée dans le message qu'on vous fait passer sur l'entente, c'est de vous donner les clés de ces éléments à regarder dans les offres et à comparer entre les offres. Si d'une part vous avez un doute, les doutes pouvant aussi arriver de plein de canaux différents, et que vous puissiez savoir quoi regarder pour détecter des situations potentielles d'entente. Après, si vous avez un doute
Nous, à AFD, on est aussi là et vigilants sur ces sujets pour échanger avec vous et déterminer si on confirme ces doutes ou pas. Et après, évidemment, la NRMP pour investiguer et enclencher le mécanisme des sanctions et d'investigation, surtout dans un premier temps, pour caractériser ou non l'entente.